Des street medics sont également ici présents pour dénoncer les violences policières, notamment écoutez Petit Jean qui est parti depuis le 1er juin à Marseille, une histoire assez éprouvante, une marche pacifique réalisée pour les violences policières réalisées lors des dernières manifestations. C'est une marche pacifique des protestataires contre les violences de police et les irrégularités qui sont faites sur les secouristes. C'est une violation flagrante et c'est un crime de guerre d'empêcher les secouristes, comme ils ont fait à Nice, de porter secours à des gens qui sont blessés, en détresse, en danger. Moi-même, je suis donc un médic, je suis neutre, non engagé, même si j'ai le cœur gilet jaune. Et j'ai déjà porté assistance à des policiers. J'ai des d'autres qui en ont fait carrément, qui ont porté secours. Donc nous, on porte secours à tout le monde. Et eux, ils nous mettent des 135 € d'amende, ils nous mettent en garde à vue pour rien, ils nous volent notre matériel de protection individuelle ainsi que le matériel de secours qui nous sert pour leur porter secours à eux aussi. La mobilisation donc se poursuit pour les gilets jaunes. Comme vous l'avez entendu, les street medics sont toujours présents pour apporter leur soutien aux manifestants et lutter contre les violences policières. Il vient de réaliser des milliers de kilomètres Marseille-Paris à pied. C'est ce que vous avez fait. Petit Jean, bonjour. Bonjour. Alors, votre nom, plutôt votre surnom, hein, Petit Jean, voilà, c'est ça. Vous êtes ce qu'on appelle un street medic originaire de Marseille, d'Aubagne exactement. Pont de l'Étoile. Vous avez 48 ans et vous avez traversé la France, du sud au nord. En travers. 1200 kilomètres à pied. Oui. Vous avez tout calculé, donc c'était pas en ligne droite, hein. Non, il y a eu des petits écarts. Par exemple, pour aller à l'ADA, ce qu'on appelle l'ADA, c'est l'Assemblée des Assemblées, où il y avait tous les représentants des points jaunes, pour leur demander de s'unir dans notre marche. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, je pars sur les routes, je marche? En fait, je suis parti au Canet des Morts. Il y avait beaucoup de gens très connus, comme Jérôme Rodriguez et d'autres. Voilà. Et quand il y a un monsieur là qui m'a parlé, j'ai dit voilà, je suis street medic, j'ai raconté un peu ce qu'on vivait, et puis il m'a dit mais c'est pas croyable, il faut le dire aux gens. Et de la colère, je me suis décidé de partir et de me mettre en route pour militer. Voilà, de la colère puisque vous dénoncez les violences policières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant que street medic, pendant les manifestations des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vu? Moi, personnellement, j'ai déjà été volé. On m'a volé mon matériel. J'ai un ami qui a été shooté 8 fois par du LBD. 8 fois sur le même, quand même. Et il a eu les côtes cassées à Montpellier il y a moins d'un mois. On finit souvent en garde à vue. On se prend 135 € d'amende quand on va porter secours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médic porte secours aussi bien aux forces de l'ordre qu'aux gens qui ne sont pas du tout gilets jaunes. Oui, alors que vous êtes totalement identifié dans les manifestations. Vous avez un brassard? Tous, vous avez le brassard. Non, on est en tenue. En tenue, ouais. Absolument. Pourquoi et comment on arrive à tenir finalement, malgré tout ce que vous vivez? C'est énorme. Je suis parti, je pensais même pas que j'irais à Aix-en-Provence, à 45 km de chez moi. Pourquoi vous dites je penserais pas? Parce que je n'ai pas d'entraînement, j'ai quitté l'armée il y a 25 ans, je n'ai plus rien fait. Et puis l'amour que les gens nous donnent, cet espoir, ce soutien, ce qui nous porte, qui me donne des ailes. C'est-à-dire que vous avez fait que des rencontres tout au long de ces 1200 km. C'est énorme. Mais racontez-nous. J'ai été hébergé chez des gens qui n'étaient pas gilets jaunes. Et puis après, il y a des gens qui viennent, qui marchent avec moi. J'ai eu un retraité de la police qui a marché à côté de moi. J'ai du soutien de partout. On me voit des photos avec des forces de l'ordre, avec tout le monde. Voilà. On voit à votre regard d'ailleurs que les images sont en train de défiler. Oui, presque les larmes aux yeux pour raconter et revivre tout ce que vous avez vécu. Et vous êtes identifiable, hein, on souligne, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, en tous les cas, ceux qui ont l'image, vous avez votre bâton de pèlerin quelque part avec vous. Pourquoi vous l'avez pris? Alors ça aide à la marche, mais c'est une symbolique. C'est pas aussi. Mon bâton de marche, là, c'est le bâton symbolique. C'est dessus, il y a tous les badges que me donnent les gilets jaunes ou les médics que je mets dessus. Et après, il va aller justement au musée des gilets jaunes au Canet des Morts. Je vais leur prêter ce bâton qui sera le symbole de notre marche.
Alors justement, lors de cette marche, on l'a dit, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous disent les gens sur les revendications des Gilets jaunes, sur leur vie, sur leurs problèmes, le message apporté, puisque vous vouliez rencontrer Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous disent les gens de la vraie vie, au fond? Donc, les gens sont surpris déjà de savoir à quel point on se fait harceler par la police. Et ils parlent pas trop de leurs revendications. Nous, on n'est pas trop là pour ça. Nous, on est d'habitude, je leur dis voilà, d'habitude, c'est nous qu'on vient vous porter secours, c'est nous qu'on vient vous aider. Aujourd'hui, c'est à vous de nous aider. Voilà. Vous êtes allé à l'Élysée en arrivant sur Paris. Tout à fait. J'ai pas été reçu. On m'a demandé d'écrire une lettre. C'est sans réponse. Vous avez laissé une lettre. Qu'est-ce que vous avez mis dans cette lettre, si vous pouvez nous en parler? J'ai dit que je voulais qu'ils prennent part dans ce débat, qu'ils disent, s'ils soutenaient la police, qu'ils avaient raison de faire toutes ces exactions et ces choses contre la loi, de nous empêcher de porter secours, ou si au contraire ils trouvaient que c'était scandaleux, parce qu'à la base, quand on empêche des secouristes ou qu'on attaque des secouristes, en temps de guerre, ça s'appelle un crime de guerre. En paix, ça s'appelle aussi un crime de guerre. Alors là, vous allez vous reposer quelques jours sur Paris, essayer de reprendre, parce que... Je reprends dimanche matin, je repars sur Genève. Vous faites un crochet par Genève? Oui, je vais passer d'abord par Troyes, où je vais rencontrer un ami qui a eu l'œil arraché à coup de LBD. La LBD 40, c'est un lance-grenade de 40 mm. Et puis après, je vais aller sur la place des Nations, en face de l'ONU, pour faire une grève de la faim, pour protester devant la presse internationale. Voilà, donc c'est le prochain combat que vous voulez mener? C'est ça. Ouais, vous mettez votre vie en danger, petit Jean? Je m'en fous. Merci en tous les cas d'être passé, et on est très fiers en tous les cas de vous avoir eu avec nous ce matin. Oui, j'avais juste une dernière question. Vous avez été déçu qu'Emmanuel Macron ne vous reçoive pas? Vous vous en doutiez? Voilà, c'est ça, vous vous en doutiez. Par contre, si je pouvais demander aux auditeurs, rejoignez-nous sur le groupe Facebook qui s'appelle Marche Blanche des Médics. Nous avons un groupe Facebook où les gens tout le monde est accepté. Dessus, il y a une pétition. Je marche pour des signatures. J'ai besoin de signatures. Donc les gens, ils peuvent marcher, ils peuvent venir même marcher, parce qu'il y a le détail des villes où on va marcher. Voilà, donc j'appelle aux gens de venir sur cette page Marche Blanche des Médics pour nous soutenir de façon active. Eh ben, on a passé le message. Petit Jean, on vous souhaite bonne route, puisque vous repartez dimanche avec cette marche que vous avez engagée depuis Marseille jusqu'à Paris, 1200 km, parce que vous avez dit, vous n'aviez pas fait une ligne droite, vous avez fait des détours pour rencontrer et voir des gens. Petit Jean, qui était gilet jaune, street medic exactement, et qui était avec nous ce matin dans ce grand matin été sur Sud Radio. Merci. Allez. C'est honneur. Merci à vous. C'est quoi ce point? Le point de la lutte. C'est le point de la lutte. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes un médic? Je suis parti de Marseille, je suis allé jusqu'à Genève. À pied? À pied. Et de Genève, je suis venu jusqu'ici pour voir M. Macron, pour l'aviser que il y a des gens qui font des méactions sur les secouristes. Les policiers arrêtent les secouristes pour rien, les empêchent de porter secours, comme à Nice. Ils volent leur matériel de protection individuelle, leur matériel de secourisme. Je l'ai constaté à la place de la République. Ils arrêtent les secouristes pour rien, juste les mettent en garde à vue pour rien. Et on a des photos sur notre page Marche Blanche des Médics, des photos de Baqueux qui ont le LBD avec un casque. Il y a encore les logos secouristes parce qu'ils l'ont volé il y a 1h30 avant en contrôle préventif à un jeune secouriste. Donc ils volent le matériel et ils s'en servent pour se déguiser? Tout à fait, pour faire leur métier de merde de Baqueux, creveur d'œil. Et derrière, accroché là, c'est qui? C'est Mini Macron. Mimi? Mini. Mini.
Il est tout petit Ouais, et il est attaché, ferraillé. Ouais, il est ferraillé. Il est ferraillé. Il est prêt pour le tribunal international de La Haye. Hein? Parce que quand on est en temps de guerre et qu'on maltraite des secouristes, ça s'appelle un crime de guerre. Quand on est en temps de paix, ça s'appelle aussi un crime de guerre. D'accord. Et vous y allez Vous êtes une délégation pour aller voir l'Élysée? C'est ça, il y a plusieurs secouristes médics avec nous. Et vous faites quoi dans la vie? Vous êtes infirmier? Je suis un secouriste. Secouriste. Je ne suis pas infirmier, je ne travaille pas dans les hôpitaux, je ne suis pas un médecin, je suis un secouriste. C'est quoi un secouriste? Un secouriste, c'est celui qui porte secours aux autres. Qui donne les premiers gestes de secours. Les premiers secours. Très bien, bravo. Je suis parti de Marseille le 1er juin. Ouais. Quand j'étais gamin, il y en a un qui est parti de Marseille. Il n'était même pas à Lyon que la France entière était au courant. La marche des beurs. Aujourd'hui, avec la dictature, je suis arrivé à Paris, personne ne me connaît. Parce que la dictature est puissante, que les médias sont muselés et que pas un a le courage de dire la vérité. Mais dans les villages, tout ça, vous parlez aux gens? Si, Les gens sont au courant? J'ai eu quelques publications locales. Il y a quelques journaux locaux qui ont du courage et qui ont publié à mon sujet. Mais comme c'est pas lu. Quel? Le journal de Saône-et-Loire, le JSL, a fait 2 publications. La Provence de Manosque a fait une publication. D'accord, ça fait 2 quoi. Non, j'en ai eu 3. 3. J'ai eu le journal de Saône-et-Loire de Chalon-sur-Saône et j'ai le journal de Saône-et-Loire de Monceau-les-Mines qui a fait une publication. Ça fait 3 sur une marge de 1000 km quoi. Oui, 1250 km. Bravo. C'est une belle omerta. On appelle l'omerta, non? Chez les mafieux, on appelle ça l'omerta? La loi du silence. Ouais. Ou la dictature. Et vos chaussures, elles en sont où? Ça va. Ça va? Elles sont un peu râpées, mais... Un peu râpées, mais elles tiennent le coup. Ouais, c'est les jambes qui tiennent pas trop le coup. Ah ouais. Ici, là, au niveau des muscles du haut, Ouais. terrible. Perdu du poids? Oui. Je sais pas combien, je me suis pas pesé, mais tout le monde me dit t'as maigri, t'as maigri. Et vous trouvez le lien sur la page Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Marche Blanche des Médics. Marche Blanche des Médics. Je vous demande à tous de signer cette pétition. De toute manière, si M. Macron ne me reçoit pas, je redescends à Genève à pied et je ferai une grève de la faim sur la place des Nations jusqu'à que mort s'en suive. Mais non. À ce point-là? Ça s'est passé ces différentes étapes? Vous croyez mes noms? J'ai fait 1200 000 km pour entendre mes noms. Non. Je suis un peu déterminé quand même. Ça fait 45 jours que je marche. Tout seul. Mais je ne vous souhaite pas d'en arriver là et j'espère qu'il aura la Il y a des gilets jaunes qui décence sont en place pour conduire un véhicule. Si j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui à la conférence de presse, avant la conférence de presse, à la conférence de presse, il ne parle pas du problème des médics. S'il ne prend pas une position claire et nette en disant je soutiens la police, je veux qu'ils en mettent plein la gueule aux secouristes, ou s'il ne dit pas oui c'est un scandale, c'est une honte, j'appelle les policiers à arrêter ça maintenant, parce que moi je ne veux pas assumer ces histoires, et ben mes camarades et mes frères d'armes, mes frères secouristes, toutes mes sœurs secouristes se porteront partie civile auprès du tribunal international de La Haye pour crime de guerre. Ça c'est un drapeau qui m'a été donné en Belgique lorsqu'on avait fait la manifestation de Bruxelles, qu'on a été nassé. Et dessus, j'ai des témoignages d'amour de tous les gilets jaunes que j'ai croisés, de tous les ronds-points, de tous les endroits. Et c'est le bâton de marche de mon défunt papa que j'y tiens énormément. Ils ne se connaissaient pas, des petits coups de téléphone sur les réseaux et puis tout de suite ça permet donc d'échanger sur des sujets. Il est allé à la gendarmerie, il est allé en garde à vue pour avoir collé je ne sais même pas combien d'affiches. 5. 5 affiches. C'était votre uniforme,
Non, votre obéissance à Macron déshonore votre uniforme. D'accord, donc c'était un message qui était adressé aux forces de l'ordre. Non, il y a eu perquisition à la maison déjà. Et on ne peut pas s'opposer. Donc une perquisition, c'est Madame envahissant. le procureur qui a demandé ça. Donc j'ai fait de 22h le soir à 18h le lendemain en garde à vue et j'ai 21 heures de travaux d'intérêt général à faire. Donc ça, c'est la condamnation. Voilà. Et à 2, ça nous fait 42 heures pour 5 affiches. Donc c'est au-delà du 40 heures, c'est 5 affiches. C'est cher les affiches quand même. Ouais. Des témoignages comme ça, vous en rencontrez beaucoup, j'imagine. Bien sûr. Parcours. J'en ai même des personnels sur Marseille. Hein. La demoiselle Kat, que je vous ai passé la feuille, qui a écrit un livre sur son combat gilet jaune. Elle a été en garde à vue simplement parce qu'elle portait un casque de vélo. Un casque de vélo. Un casque de vélo, elle a été en garde à vue. Ils l'ont gardée pendant 48 heures et elle a fait une comparution directe sur Marseille. Bon, en général, nous, sur Marseille, ça se passe bien. En général, mais là, en ce moment, le ton, il a l'air de sévir un peu plus. Ils sont aux ordres de Castaner. Et puis, si jamais on commence à traîner en justice les policiers, ils vont plus obéir. Ils vont plus protéger la dictature. Donc, forcément, pour ne pas nuire à leur pouvoir, ils sont obligés de composer et d'accepter les exactions faites par la police, qui sont d'ailleurs des ordres donnés par eux. C'est de la complicité. La justice n'existe plus en France. Ah oui, il arrive à Genève la semaine prochaine et il va à Paris. Il doit arriver à Paris le 13 juillet. Voilà. Enfin, le 14 juillet à Paris. Donc tous ceux qui rencontrent, tu vois, il signe. C'est un petit village de Lorraine où il y a 2700 habitants, la frontière luxembourgeoise, 2300 habitants. Il y a un rond-point, ils le tiennent toujours. J'ai été surpris par cette ferveur que les gens ont eue, ce dévouement. J'ai été aidé avec cœur par beaucoup de gens et ils ont pris cette marche tellement au sérieux, tellement à cœur, dans le leur aussi, que ça m'a donné de l'énergie à en déborder. J'ai 420 bancs, enfin 400 et quelques kilomètres dans les jambes et je pourrais marcher encore jusqu'au bout du monde, tellement je suis soutenu par ces gens qui m'aident et qui ont confiance en moi. J'ai même pas fait la moitié de mon chemin. Il faut que je fasse encore 100 à 150 km après Genève pour arriver à la moitié de mon chemin. Après, je vais aller sur la ville de Troyes pour saluer un ami qui a été éborgné dans sa propre ville, pour lui rendre honneur devant les siens. Et après, je vais voir monsieur Macron à Paris s'il veut bien me recevoir ou s'il veut me gazer, ça, il aura le choix. Donc vous allez à l'Elysée? Oui. Vous allez demander? Mon but est d'aller à l'Elysée, oui. Oui. Et vous pensez que ça sera facile de rentrer à l'Elysée? Oui, de toute manière, quand je suis parti, honnêtement, quand je suis parti de Marseille, j'étais persuadé de ne même pas arriver à Genève. J'avais aucune préparation, ça fait 25 ans que j'ai plus fait de sport, je suis sorti de l'armée depuis, j'ai plus jamais rien fait. Et j'avais l'intime conviction d'aller droit dans le mur, de me planter, et puis je suis déjà à Genève. Voilà. Donc j'ai l'intime conviction que je ne serai pas reçu à l'Elysée. Peut-être que j'irai dans le mur ou peut-être que ça passera. Si vous rencontrez M. Macron, quel sera votre message? Mon message, c'est surtout un message pour l'avertir. Je viens l'avertir du danger que son ministre de l'Intérieur lui fait courir. Je viens l'avertir que M. Castaner ne respecte pas les lois et martyrise des gens d'une certaine classe de la population, les secouristes et certains gilets jaunes qui sont des gens neutres ou d'autres qui sont juste pacifistes, mais et je viens le mettre en garde comme ça. Il a dit que les gens qui étaient pacifistes, qui venaient manifester, ils se rendaient coupables du pire. Eh bien, si je viens l'avertir, si j'ai la chance de pouvoir le rencontrer, de lui expliquer que à partir du moment où je l'aurai averti, lui aussi sera coupable du pire. C'est une fraternité, c'est surtout une cause commune en fait. C'est une cause commune qu'on ne peut que soutenir quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit
des difficultés qu'on a à être entendus, les gazages en masse, les street medics à qui on enlève le matériel, hein, des street medics qui sont interdits de manifester, enfin à qui on a confisqué le matériel et qui se retrouvent interdits de manifestation alors qu'ils étaient là pour secourir, quoi, pour porter secours aux manifestants, mais aussi aux forces de l'ordre. Donc c'est des choses pour lesquelles on ne peut que soutenir l'initiative. Voilà. Parce que c'est un témoignage du terrain qui n'est pas contestable. Tout à fait. Et vous me disiez une chose assez étonnante, qu'au niveau des médias, vous avez pratiquement rencontré personne, je veux dire, au niveau des médias français. Non. J'ai contacté une fille qui s'appelle Perrine. Elle travaille pour BFM TV. C'est une fille qui a eu beaucoup de problèmes au début sur le péage de Pont de l'Étoile, parce que je suis un gilet jaune né à Pont de l'Étoile le 17 novembre 2018. Et donc cette fille-là, elle a eu un accueil très froid et très dur. Elle travaille chez BFM TV. Elle travaille chez BFM TV. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui voulaient lui claquer la porte au nez et les foutre dehors. Et un de nos communicants souhaitait communiquer avec elle et parler donc devant les médias, parce que nous, en fait, lui et moi, pas mal d'entre nous, pas tous malheureusement, jugions que, en fait, si on va bouder dans un coin, qu'on se montre pas, qu'on ne parle pas à la télé, ça peut durer des années, ça ne gênera personne. Et on va mal vous juger. Non, mais ça va durer des années, personne ne nous verra, donc ça peut durer, ça gêne personne. Si on se commence à parler devant les télévisions, qu'on commence à avoir des bonnes revendications, qu'on a des phrases cohérentes, que ça va gêner du monde parce qu'on s'exprime. Et moi, je partais du principe que quand on a la chance d'avoir des médias qui viennent nous rendre visite et qu'on a des revendications, il faut les utiliser. Donc on avait posé des conditions, on avait voté la veille qu'on ne faisait que du direct. Et donc cette fameuse Perrine de BFM TV à Marseille est venue et moi c'était la bienvenue. J'ai dit écoute voilà, nous ça marche comme ça, on a le droit de faire que du direct et tout, ça a été voté. Et elle a dit ok, c'est pas de problème, on va faire du direct. Et donc j'ai réussi à la défendre de gilets jaunes qui voulaient la foutre dehors malgré le fait qu'on ait voté l'autorisation de parler en direct. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu durs des fois. Je l'ai vraiment aidé. Je l'ai aidé beaucoup, jusqu'à qu'on perde le péage. Même après, quand elle m'a demandé des petits services, genre, il y avait un de ces jeunes protégés qui fait des études de journaliste, qui avait besoin de faire un reportage. Il a voulu faire un reportage, un portrait sur moi, sur les street medics. Et donc, il m'a choisi moi. Enfin, c'est Perrine. Ça a été diffusé ? C'est Perrine qui l'a... Non, c'était... Il le fait en interne, c'est un projet. Ouais, c'est des... Et donc c'est Perrine qui m'a envoyé ce garçon. Et pour lui rendre service à Perrine, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, je veux bien que tu m'envoies ce jeune si ça peut te rendre service. Donc le jeune est venu et pendant 3 jours, je l'ai trimballé, 2-3 jours, je l'ai trimballé un peu partout avec moi. Et puis avant de partir pour ma marche blanche, j'appelle Perrine et je lui dis voilà, écoute, je vais faire la marche blanche, c'est une marche pacifiste et revendicatoire. On en a marre de se faire maltraiter par la police et tout, on a besoin d'un soutien médiatique. Elle me dit ah mais tu comprends, j'ai eu autre chose ce jour-là, il faut que je fasse un documentaire sur les tortues qui se torchent le cul avec la main gauche et tout. Donc du coup j'ai compris de suite qu'il n'y aurait pas de retour de politesse. Bon, Voilà. c'est peut-être pas de sa faute, il faut comprendre aussi que ceux qui sont Elle sur le n'est terrain... pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Elle aurait pu parler à des collègues à elle de CNews, parce qu'ils se fréquentent tous, ils se connaissent tous, ils ont des chats où ils parlent tous entre eux. Ah, ils disaient oui, le Pont de l'Étoile, c'est des gentils gilets jaunes, tout ça. Ils se communiquaient entre eux, je le sais. Elle aurait pu m'envoyer du monde parce qu'elle savait que j'avais besoin d'être médiatisé. Elle l'a pas fait. Bon. Donc, mais peut-être que là, une médiatisation est possible. Si vous rencontrez quelqu'un des Nations Unies, ça va être un événement qui est retentissant. c'est fait pour. Et là, les CNews, les BFM devraient en parler. J'y crois pas. Mais En tout cas, j'espère. on fera en sorte de communiquer. Oui, alors. bien sûr. J'espère qu'ils feront leur travail d'information et pas de déformation. Voilà. Je vous ramène du monde. Il est génial votre sujet. C'est superbe. Alors,
ils vont arriver, la dernière halte, c'est le rond-point Casino. On arrive juste à temps là. Et si vous, alors je ne sais pas si vous voulez les rejoindre. Mais ils vont venir ici. Oui, ils viennent ici. On les attend ici. Hein. Alors c'est de marcher soit une- peut-être les derniers mètres. Voilà, On peut marcher ensemble. Ouais. Les derniers mètres. Les derniers mètres. Alors, Reste 200 mètres et on se repose. Merci. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Merci. Tu vois, bienvenue dans notre région. Merci. Force et honneur. Force et honneur. Qu'est-ce qu'on fait? On continue nos Allez. petits... Oui. Il reste quoi? 200 finit mètres. ce qu'on a à faire. C'est vous qui êtes notre force. Les femmes? C'est vous notre force. Merci beaucoup. Félicitations d'être arrivé. Un Alors, petit tu mot veux- après l'effort. Je tiens à remercier tous les gilets jaunes de Saint-Just pour leur accueil. Tu peux parler de ton projet avec Michel Bachelet? C'est un bon. Une bannière. Ben moi je dirais que c'est une belle journée qui met du baume au cœur parce qu'on voit la cohésion entre les groupes, des personnes qui se mobilisent, des relais qui sont pris, la Suisse qui est là. C'est vraiment c'est bien. Ce que je voudrais qu'ils fassent, donc dans un premier temps la sécurité sur les manifestations, Oui. et puis après dans un deuxième temps en semaine, ça serait bien de faire des maraudes et de pouvoir donner de la nourriture et emmener les gens qui n'ont pas de toit sur les centres d'hébergement, faire du SAMU sanitaire. Et éventuellement aussi leur servir des repas, enfin tout ça. J'ai été en contact avec une association de glaneurs. C'est quoi? Alors les glaneurs, c'est ceux qui récupèrent ce que jette la grande distribution et qui a encore 2-3 jours de valable. Qu'ils aspergent Mais de pesticides. 2-3 jours de valable encore par rapport à la date, mais que ça pourrait encore durer encore plus. Mais même là déjà, rien que pour 2-3 jours, de le disperser pour le donner à ceux qui ont besoin de nourriture rapide. Donc ce groupe de glaneurs m'ont donné des idées, par exemple, comme de préparer de la nourriture pour les gens qui n'ont pas moyen. J'ai parlé à des gens qui étaient en train de manger au balcon et j'ai un petit peu sympathisé. Ils m'ont offert de venir boire quelque chose, ils voulaient me donner une bière, tout ça. Moi je ne bois jamais d'alcool. Et donc je suis accepté, ils m'ont donné une bouteille d'eau fraîche, c'était merveilleux. Et alors ça m'a touché, je leur ai parlé à cœur ouvert. Et puis à la fin, le mec il me dit, c'est vrai, vous avez raison pour mes enfants et tout, je devrais venir porter le gilet jaune. Et le fait que... Il a vu mes convictions, il a vu le charisme la foi que j'ai dans ma lutte. Foi, tout à fait. Ça se lit dans tes yeux. Hein. Et alors le mec il a été émerveillé, il a dit je vais faire quelque chose. Il a compris que c'était le moment qu'il fallait pas laisser les gens se faire martyriser et qu'on avait besoin de son aide pour faire du chiffre, pour faire du nombre, pour être nombreux et pour être pacifiste surtout. Moi j'insiste sur le pacifisme. Malgré la violence dans le camp d'en face. Malgré la violence de toutes parts. Ouais, Il fait moins le malin là, Macron. Alors Macron on le T'as ramène en Suisse. Hein. Ouais, on l'emmène en Suisse. Il est. J'aimerais bien l'amener au tribunal international de La Haye. Oui, Hein, ça serait bien, c'est une bonne idée. un bon procès, en bonne et due forme. Ouais. Au rond-point de l'Étoile, on a beaucoup de klaxons, on a beaucoup de sympathie. Au camp du Canet des Morts, c'est eux qui ont fait l'Arc de Triomphe, qui ont fait une copie de. Ben, ça part chez nous, une copie de la Tour Eiffel. Et là, la dernière création qu'ils ont fait, ça a été la pyramide du Louvre qui sert de musée pour Gilets jaunes. Et ça n'a pas été détruit. Donc, non. Et donc là, mon bâton de marche avec toutes les épinglettes qu'on me donne, je leur prêterai en musée. Ça, c'est pas une donation, c'est un prêt. Je leur prête un temps indéterminé parce que c'est quand même le bâton qui vient de mon défunt papa. Et je vais leur prêter avec tout le drapeau belge, le cadeau des Belges et puis les pins.
Bonjour à tous, nous sommes ici en direct sur Radio Tango Info, au cœur de l'info. Il est exactement 14h36. Exactement, nous sommes ici à Bibliothèque François Mitterrand. Et donc, les médics, ils ont fait la marche blanche depuis Genève jusqu'à Bibliothèque François Mitterrand. Donc voilà. Il doit prendre une photo. Donc on va essayer de vous montrer un peu ces images en direct sur nos antennes de Radio Tango Info au cœur de l'info. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé cette marche? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en détail comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu aussi la bonne accueil des gens, le public? Comment ça se fait? Parce que vous avez dû voyager. Dans le comité qui a accueilli, nous on n'a pas marché, on a accueilli Petit Jean qui a fait lui le parcours. Donc on est le comité d'accueil. Voilà. Malheureusement, ça se sait pas partout puisqu'on n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave. L'essentiel, exactement, c'est d'être là. Oui. Exactement. Ouais. Et courage à lui, c'est force et honneur à lui, parce qu'il a l'air bien déterminé. Et bon, on l'encourage à continuer. Hein. D'ailleurs, vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'il est, le Petit Jean. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, un peu pour expliquer, parce que c'est le mouvement, c'est la personne, la marche de la personne du strict médic, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Les détails, je les ai eus il y a juste 48 heures, pas avant. Il se bat contre Macron et contre le système parce qu'en fait, il laisse pas les stricts médics faire leur travail de terrain, aussi bien pour soigner les gendarmes, les CRS, enfin peu importe, et les gens. Donc en fait, il se bat pour ça parce que c'est un crime. Il estime que c'est un crime. On ne peut pas interdire les gens de venir soigner. C'est leur travail, c'est de venir soigner sur le terrain, peu importe qui. C'est pas une histoire de couleur, de jaune, de bleu, de vert. Et en fait, on leur empêche de faire leur travail. Et il est en rogne contre ça. Et ce qu'on comprend tout à fait, c'est pas normal. Et cette marche blanche, ça a commencé depuis quand? Quel jour? Alors, il est parti de Marseille. Le jour exact, je pense que c'était le 1er juin. J'espère pas dire de bêtises. Il est remonté à Genève. Et puis, il a fait donc Marseille, Genève, Paris. Si je dis pas de bêtises, parce que ça fait que 48 heures que je suis au courant de ça. Voilà. Et bravo à lui, respect. Dommage que ça soit pas, ça n'a pas été médiatisé plus que ça, mais bon, on est dans le pays de la censure et de. Vous savez comment ça se passe. Vous êtes très bien placés pour savoir comment ça se passe. C'est vous, les journalistes, qui êtes derrière vos écrans, et vous savez très très bien comment ça se passe. Donc, si je résume bien, c'est un mois et une semaine un mois et demi de cette marche, de la marche. Oui, exactement. Ouais. Courage. Merci. Voilà, vous avez pu entendre ici sur nos antennes de Radio Tango Info, au cœur de l'info. Alors, on va essayer d'avoir Marie. Ah oui, Marie. Vas-y, je te laisse poser la question. Je suis là pour soutenir Petit Jean dans sa marche blanche pour les médics contre les violences policières. Petit Jean, il faut savoir qu'il a marché de Marseille en passant par Genève, l'ONU où il a été reçu, est revenu toujours à pied jusqu'à Paris. Nous sommes arrivés à peu près à midi au panneau Paris avec beaucoup d'émotions. Il a eu beaucoup de traversées, rencontré beaucoup de gens extraordinaires, beaucoup de solidarité. Il a beaucoup apprécié. Et là, le fait d'arriver ici, c'est vraiment une très grande émotion. Maintenant, on va peut-être continuer encore un petit peu. On va peut-être essayer de voir si M. Macron, selon le souhait de Petit Jean, accepte de le recevoir. Qu'il puisse enfin dire qu'il est contre ces violences policières et non dire que... Mais bon, sachant que les violences policières, c'est pas, on va pas tout mettre sur la cause des policiers. C'est aussi les ordres qu'ils ont au-dessus. Et il est vrai que, voilà, peut-être qu'ils sont aussi enquiquinés d'eux que nous. Mais il est vrai aussi que les policiers n'ont pas à nous confisquer notre matériel. Ils n'ont pas à nous mettre en garde à vue, nous mettre des amendes de 135 €. Ça, c'est inadmissible. On a un travail à faire. On est là pour secourir, pour aider, quelle que soit la personnalité qui est... Oui, moi, j'ai reçu une amende le 1er juin. Alors, je me rendais à une manifestation non déclarée, sachant qu'on avait passé, on était 3 médics,
On avait passé un premier cordon de CRS qui nous ont permis de continuer. On a passé un deuxième cordon de CRS qui nous ont permis de continuer. Et ensuite, au bout de 100 mètres, on a vu une quinzaine de CRS venir sur nous, nous empêcher de passer, nous fouiller, regarder qu'on n'avait pas grand-chose à part du sérum fille, des compresses, tout notre matériel pour soutenir la population. Et on nous a quand même mis 135 € d'amende, 135 € d'amende que nous avons évidemment contesté. Non, ça s'est passé à Paris, boulevard Haussmann ou en allant au Champ. Ce jour-là, Jérôme Rodriguez aussi a pris une amende au même endroit que nous. C'est juste inadmissible d'avoir à payer 135 € pour aller soutenir les manifestants, et que ce soit manifestants ou gens qui traversent la rue, parce que ça nous est déjà arrivé. Donc on ne regarde pas la personne. Il est vrai aussi que... Oui. Pourquoi la présence de médics alors qu'il y a des secours agréés? Si on envoyait beaucoup de... vu le nombre de manifestants, et il faut dire aussi que, peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais voilà, on a besoin de tout le monde sur le terrain. Mais ils sont là quand même, c'est important. On a la chance de les avoir. Quand on voit ce qui s'est passé sur les événements, et pour y avoir participé, vous étiez tous là, quand on voit les blessures qu'il y a eu, qui sont des blessures considérées comme des blessures de guerre, parce qu'ils utilisent, pour le rappeler, des armes de guerre, et qu'ils n'en ont pas forcément les compétences ni la formation. Donc on a eu la chance d'être avec du soutien. On a eu beaucoup de soutien de la part du SAMU, de la part des pompiers, de la part de la sécurité civile. Toutes les blessures les plus graves ont été prises en charge. Les blessés les plus graves ont été emmenés dans les hôpitaux par des services qui sont pas, on va dire, présents comme nous sur le terrain, parce qu'en fin de compte, je pense que leur vocation première, c'est de venir aider en fait les personnes dans un cadre. C'est-à-dire c'est cadré, c'est formé. Et là, en fait, je pense que dans l'action qu'on mène, dans l'action que mène le mouvement, les médics, la presse, tous les gens qui sont présents, je pense qu'en fin de compte, il y a un cadre à respecter. Et nous, les médics, on va dire qu'on passe outre cette réglementation, parce qu'on sait que si on se conforme à la réglementation des secours, on ne peut pas intervenir comme ça. Donc on va dire que cette action terrain, c'est une action terrain qui a été issue de ce qui se passait aux États-Unis pendant un moment, avec Luther King, etc. Donc tous ces gens-là qui ont déclenché en fait des manifestations pour contrer le gouvernement dans des actions violentes sur l'être humain, en fait c'est venu de là. Et donc nous, on va dire, on a repris un peu le même esprit, le même concept. Et voilà, donc on va dire qu'on n'a pas vraiment conscience aussi de ce qui peut se produire derrière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans un cadre légal, nous, les street medics ou les secouristes, on n'est pas protégés en fait. C'est-à-dire qu'on est considérés comme des manifestants, en fin de compte. Ce qui est lamentable, parce que même la presse aujourd'hui est considérée d'une certaine façon comme se ralliant à une cause des manifestants. Pour certains d'entre vous qui ont fait des gardes à vue, on peut le voir, ça a été, on va dire, ils ont dépassé en fait la législation qui existe, qui fait que la presse a le droit de dénoncer les choses telles qu'elles se produisent sur les événements. Et heureusement qu'il y a la presse libre, comme vous tous ceux qui sont sur le terrain. Il y a tellement de monde que je peux pas nommer tout le monde, mais je veux dire, voilà, on va parler des gens comme Tongoza qui sont là depuis des mois et qui sont sur le terrain, qui s'exposent aux grenades comme tout le monde, aux lacrymos comme tout le monde. Ladovski qui est là aussi, lui, sur la plupart des événements, qui a été aussi bousculé, qui a été maltraité.
Je pense à Black Medic aussi. Voilà, vous êtes là aujourd'hui parce que, en fin de compte, vous soutenez ce mouvement et ces causes qui sont fondamentales pour l'humain. Comme je disais et comme je le répète, la démarche de nous, médics et secouristes, c'est d'être là pour l'être humain. Nous n'avons aucune influence politique, nous n'avons aucun choix politique. C'est pas notre motivation première. Notre motivation première, c'est de venir en aide à l'être humain. Aujourd'hui, il y a un symbole qui s'appelle Petit-Jean, 1250 km. Hier soir, j'ai eu la chance, vraiment une grande chance de l'avoir chez moi à la maison, de lui offrir un repas, de dormir ensemble, qu'il prenne une bonne douche. Et ce matin, je l'ai amené jusqu'aux portes de Paris. Et voilà, et ça c'est écrit dans l'histoire, et grâce à vous, la presse libre indépendante, grâce à des gens comme lui qui deviennent un symbole, je pense qu'à un moment donné, ça restera gravé dans l'histoire et dans la mémoire des gens, et qu'il se passera quelque chose à un moment donné. Maintenant, moi, je vais lui passer la parole parce que c'est lui qui est en fait le symbole de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce qui nous rassemble. Merci à vous. Merci. Alors, vous... Comment, Petit-Jean, c'est ça, votre prénom? Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé exactement? J'étais chez moi et j'ai vu ces images insoutenables de médics qui se faisaient maltraiter ou de médics qu'on empêchait de faire leur travail. On les parquait comme des animaux et on leur disait ceux qui sortent du périmètre, ils partent en garde à vue direct, alors qu'il y avait quelqu'un qui était en détresse à Nice. Et à côté de ça, je voyais les images de mes frères en train de porter secours à une force de l'ordre. Et puis, les 135 € à des gens qui viennent spontanément pour porter secours à tout le monde. C'est une honte. Ça doit cesser complètement. Ma colère m'a poussé à partir un peu à l'arraché. Et je me suis dit, je vais monter à Paris. Mais de façon mémorable, de façon symbolique. Et j'ai pensé à la marche des beurs en 81. Ce garçon seul qui est parti de Marseille. J'en ai des frissons de vous en parler. Il est parti de Marseille, il n'était même pas à Lyon que la France entière s'était au courant de son périple. Il a été reçu directement par le président François Mitterrand. Et il a eu gain de cause, parce qu'il marchait contre le racisme. J'ai dit, il faut que je fasse une marche. Donc j'ai décidé de partir et de monter à Paris. Puis je me suis dit, j'ai pas confiance à ce président. Il faut que je rentabilise chaque kilomètre. Et j'ai décidé de rallonger mon périple en passant par Genève pour crier au secours, pour demander de l'aide internationale à des instances qui sont censées nous protéger et protéger les droits de l'homme. J'ai été reçu par des personnes merveilleuses à Genève. J'ai le soutien entier de M. Jean Tiger, qui est aux droits de l'homme le numéro 2. J'ai lancé des perches pour être reçu par Mme Michelle Bachelet. J'ai également un sénateur qui m'a reçu, un sénateur genevois. Ces gens m'ont acclamé, m'ont même traité de héros. Je leur ai demandé d'arrêter parce que je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a une détermination immense et une tristesse monstrueuse de voir ses sœurs et ses frères maltraités par des gens à qui on porte secours. Et oui, parce qu'on est maltraité par les forces de l'ordre, les mêmes qu'on assiste quand ils ont des moments de détresse. Moi-même, j'ai porté assistance, parce qu'ils n'étaient pas vraiment en danger, mais porter assistance à des forces de l'ordre. J'estime que M. le Président de la République doit maintenant prendre une claire position. Est-ce qu'il soutient les actes de ces faux policiers et de ce M. Castaner qui prétend être le premier policier de France? Est-ce qu'il soutient ça et qu'il va rester dans son silence? Ou est-ce qu'au contraire, il va dire, en effet, monsieur, je vous remercie, Petit-Jean, d'être venu m'informer et je vais en parler à la presse. Et le jour qu'il va faire l'allocution du 14 juillet, cette allocution traditionnelle, il va dire que c'est honteux de faire ça à des secouristes. S'il ne le fait pas, nous, secouristes, nous réservons le droit de nous constituer partie civile au sein du tribunal international de La Haye. Parce que quand on est en guerre, si par exemple le chef du pays X
et du pays Y se mettent à maltraiter des secouristes, ça s'appelle un crime de guerre. Eh bien, ce sont des crimes de guerre en temps de paix. Et moi, je ne suis pas prêt de laisser quoi que ce soit. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Si Monsieur le Président de la République ne désire pas me recevoir aujourd'hui ou demain, moi, mon ultimatum, il n'y en a qu'un. À partir de maintenant, j'ai posé mon ultimatum. Si d'ici le 14 juillet, avant 10h du matin, quand il partira à la parade, s'il ne me reçoit pas, je me réserve le droit de redescendre à pied à Genève et de commencer une grève de la faim illimitée jusqu'à que mort s'en suive, sur la place des nations, aux yeux des forces et des instances internationales, aux yeux de la presse internationale. Monsieur Macron, si vous voulez ça, je suis votre homme. Petit Jean de nous a expliqué en détail sur notre média, la presse et Radio Tangossa. Merci de nous avoir expliqué. Oui. Merci à toi de m'avoir donné la parole, contrairement à tous les merdias qui sont tenus par le gouvernement et qui n'osent pas dire la vérité. Ils parlent de liberté de la presse et d'indépendance, mais ils sont à la botte de ceux qui font des bruits de bottes. Parce que depuis votre périple, depuis 1er juin, vous étiez censuré. Parce qu'on n'était pas vraiment au courant. On est allé voir France 3, on est allé voir plein de chaînes publiques. J'étais ami avec une petite connasse qui s'appelle... je sais pas, on peut dire des noms quand même. Oui, c'est comme vous souhaitez. Bon, enfin, de toute manière, ils vont se reconnaître. Hein. Elle travaille pour BFM TV à Marseille. Hein. Je l'ai contacté par téléphone. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, voilà, je vais partir de Marseille. Je monte à Paris en passant par Genève contre les manifestations. Elle m'a dit, oh, j'ai autre chose à faire. Il y a un congrès de, je sais pas quoi, les escargots de papapap ou de... un truc sur les moules, ou je sais pas quoi, sur les arbres, sur les... Ok. Vous savez, le droit de l'homme, il y en a, ils s'assoient dessus, ils trouvent que c'est bien confortable. Mais moi, c'est pas le droit de l'homme. Moi, c'est le droit des humains que je défends. J'allais vous dire que le public vous soutient et vous dit bravo à vous, à ce monsieur, ce qu'il vous dit. Merci, merci, force et honneur. Gilets jaunes à la vie et à la mort. Bon courage. Bon courage. Alors nous continuons sur nos antennes. Qui s'occupe du dossier, il était là. D'accord. La blonde? Non. Ok. Il était là, je demandais. D'accord. Alors nous sommes toujours en direct ici sur Radio Tangossa Info, au cœur de l'info. Alors pour les gens qui veulent venir ici pour nous rejoindre, donc nous sommes ici à Bibliothèque François Mitterrand sur la ligne 14 du métro, côté de la bibliothèque, côté MK2. Voilà, pour les gens qui veulent venir soutenir le petit Jean. Quand même d'aujourd'hui de se bouger quand même pour aller à sa rencontre, parce qu'aujourd'hui voir des gilets jaunes et même là qui représentent quand même le MEDIC c'est eux qui ont subi également beaucoup de pertes aussi au niveau humain. Des gens des gilets jaunes, des gens du MEDIC sont comme fait tabasser, des gens du MEDIC quand même ont pris des coups et il faudrait une fois de plus se taire. Ces violences policières que nous avons dénoncées depuis le 24 novembre. Parce que vraiment les violences policières, ceux qui ont descendu les Champs-Élysées s'en rappellent comme si c'était hier. Et quand même depuis maintenant 34 week-ends où le mouvement est tellement méprisé, diabolisé, on joue cette notion de peur. Qu'est-ce qu'on fait encore une fois de plus? On s'en prend aux médics, on s'en prend aux femmes, on s'en prend aux gens qui font quelque chose, des gens qui viennent par rapport à cette souffrance, et on dit rien, on laisse les choses se faire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme normal que nous, en tant que Parisiens, on soit là pour accueillir Jean-Marie. Il a fait ce parcours-là. Ensuite, il doit repartir sur Genève justement pour dénoncer cette violence. Lorsque dans un pays on parle des droits de l'homme, je me dis, ils sont où ces associations de droits de l'homme? Lorsqu'on parle d'Amnesty International, ils sont où ces grands sièges sociaux, ces grandes personnes? Tout le monde savait que notre ami traversait toute la France. Ils sont où aujourd'hui? C'est la Ligue des droits de l'homme, même pour l'accueillir à la place François Mitterrand. Moi, je me dis,
vraiment, on est vraiment dans un monde de gens foutistes. Une fois de plus, ça le prouve. Voilà. Il faut que ce soit les gilets jaunes qui se débrouillent. Il faut que ce soit les gilets jaunes qui le dénoncent. Si on prend notre ami qui est mort dans son appartement, à Marseille, si des gens comme nous ne bougeaient pas leurs fesses pour dénoncer, les médias, la presse écrite, les associations qui ont pignon sur rue, on les voit plus aujourd'hui. On dirait qu'ils attendent tranquillement leur petite subvention qui va tomber à la fin de l'année. Qui s'inquiètent pas. Nous, les Gilets jaunes, on sera là et on n'a pas besoin des artistes, on n'a pas besoin des gens qui ont pignon sur rue. C'est nous la rue, c'est nous chaque samedi qui exprimons notre colère vis-à-vis de cette répression policière. Et qui s'inquiètent pas, un jour ou l'autre, la roue va tourner. Toutes ces personnes-là qui ont blessé des femmes, qui ont blessé quelles que ce soit les personnes, je vous dis, dans une situation grave, des cicatrices qui resteront à vie, qui ne s'inquiètent pas, la roue va tourner. Ils ne s'inquiètent pas que demain, il y a les tribunaux qui seront là pour les juger. Aujourd'hui, nous sommes dans un drame humanitaire, nous sommes dans une dictature rampante, tout le monde se tait, des gens comme nous qui sont parisiens, on ne se taira pas et on continuera à crier notre colère vis-à-vis de cette répression qu'on voit au quotidien. Et ces arrestations arbitraires, ces 135 € qu'on inflige à une personne parce qu'elle a son gilet jaune, on a vu ça sur quelle planète? Même les pays les plus totalitaires, les plus extrémistes, n'ont jamais osé mettre 135 € à une personne. Et nous, en France, on accepte que votre voisin, qu'un membre de votre famille, qu'un de vos amis se prenne 135 € et on reste chez soi, dans son petit salon, on regarde la télé, on regarde son petit feuilleton. Mais je dis bien à vous tous, venez chaque samedi dans les rues, allez manifester, mettez votre gilet jaune, soyez-en fiers. Moi, ça fait 34 semaines, c'est-à-dire 238 jours que je porte le gilet jaune avec fierté. Je ne serai jamais un lâche qui cachera en ne mettant pas mon gilet jaune et qui me cacherait pour être le premier à fuir quand un des miens tombera dans la rue. Je vais être toujours là pour le relever. Alors je vous dis franchement, si samedi, vous en avez un petit peu sur vous, mettez votre gilet jaune et sortez dans la rue avec votre gilet jaune. Arrêtez de vous cacher sans votre gilet jaune. Merci. Merci Valentin. Sur la censure aussi, sur le Facebook pour les médias. Depuis longtemps, on a des réseaux. Gilets jaunes. C'est eux aujourd'hui nos meilleurs médias. C'est pas les médias qui font du cinéma. Aujourd'hui, chacun de nous peut partager. Vous avez bien vu, moi personne ne me connaît, mais quand je fais un petit partage qui commence à faire plaisir sur Muriel Robin par rapport à ses propos de l'autre jour et ce manque d'intention vis-à-vis des gilets jaunes, j'ai eu 5000 partages. Mais si chacun de nous, quand un gilet jaune fait quelque chose, qu'on le partage, ça coûte rien. On touche chacun de nous 100, 150 personnes, 200 personnes. Et si nous sommes 1000, 2000 à séparer, à partager pour 100, regardez bien cette multiplication que chacun de nous peut faire. Vous faites des reportages, on a juste à le partager. Et c'est comme ça demain qu'on gagnera des combats. Facebook, on s'en fout, ils peuvent nous supprimer autant qu'ils veulent, mais derrière, il faut que quelqu'un reprenne le flambeau. Comment ils faisaient avant nos aînés? Tu te prenais un coup de fusil, mais il y avait toujours un résistant derrière pour reprendre le... C'est pour ça qu'on nous appelait les compagnons. Parce qu'il y a toute une histoire derrière. Même les camarades. Un camarade tombé, il y avait quelqu'un d'autre qui se relevait. Là, c'est pareil. Quelqu'un est bloqué sur Facebook, il faut que quelqu'un prenne la relève. C'est ça le côté de la chaîne qu'il faut mettre en place des gilets jaunes. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui viennent uniquement dans les manifestations pour faire leur propre petit buzz, pour faire une petite cuisine. Mais ceux qui sont pas venus aujourd'hui soutenir notre ami qui vient de Marseille, qui sont les médics qu'on a besoin chaque week-end. Je les attends samedi prochain dans les cortèges. Je leur dirai 2 mots. Parce que moi, j'estime d'un principe. Lorsqu'on veut faire des vidéos, lorsqu'on veut faire de participer à quelque chose d'humanitaire comme a fait notre ami, on se doit d'être présent pour filmer, pour être auprès de lui, pour le soutenir et après qu'on puisse partager. C'est tous ensemble qu'on va gagner. C'est pas un côté de l'autre, c'est tous ensemble. Nous sommes tous une équipe. Je vous le dis bien tous,
Samedi, faut que tout le monde bouge leurs fesses et surtout, il faut que samedi, le jaune soit présent, qu'il soit visible. C'est notre seule force. Si demain on ne nous voyait plus, le mouvement serait mort. Et bien aujourd'hui, un grand merci à tous ceux qui sont venus soutenir, à tous ceux qui vont partager les vidéos, à tous ceux qui vont partager les publications. Nous sommes une grande famille. Faites-le savoir que Jean-Marie, dit Petit Jean, a fait 1250 km pendant 44 jours. Il faut le saluer. Et ben là, nous sommes à la bibliothèque François Mitterrand. Après, logiquement, on va peut-être aller faire un petit tour dans Paris. On vous annoncera au fur et à mesure au niveau de la vidéo. Suivez-nous. Et ben la soirée n'est pas finie. Mes amis, à tout à l'heure. Merci, monsieur Jean-Valentin. Voilà, nous sommes ici en direct sur Radio Tango Info, au cœur de l'info. Ici, vous pouvez voir ici de l'autre côté où il y a eu la marche blanche des médics. Voilà. La pétition, si vous souhaitez signer, son périple de Marseille, qui passe par Genève jusqu'au Paris. Et là, je vais pas rester longtemps. Voilà, c'est là où ils ont fait la marche blanche des médics. Voilà, vous avez pu voir la carte. C'est énorme. Vous voyez, un long parcours en passant par Marseille, si je me trompe pas, comme il a dit, de Genève. Et de Genève, un plus gros parcours jusqu'à Paris, où nous sommes actuellement à Bibliothèque François Mitterrand. Voilà, je vous montre un peu en direct sur nos antennes de Radio Tangossa Info, au cœur de l'info. Voilà, vous pouvez le voir, ils sont là présents. Voilà, je vous montre quelques images avant que je coupe l'antenne. Ils ont tous s'exprimé, ils sont tous parlé en direct sur Radio Tangossa Info, au cœur de l'info. Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Libre Radio, www.libradio.org. Alors nous sommes ici à la Bibliothèque du Peuple, c'est donc au cœur des grottes, juste derrière la gare à Genève. Nous sommes le 18 juin 2019 et nous recevons Petit Jean. Bonjour à toi, merci d'être parmi nous. Bonjour. Tu es un médic et tu vas nous expliquer ce que cela veut dire. Et non seulement tu es médic, mais en plus tu es en ce moment en marche depuis Marseille, si j'ai bien compris, et jusqu'à Paris. Tout à fait. Alors si tu veux bien, on va commencer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'un médic ? Alors, un médic, c'est un citoyen qui a les diplômes pour porter secours à d'autres citoyens. D'accord. Et il se trouve que toi, tu as décidé de porter secours aux citoyens qui en ce moment manifestent en France. C'est ça. Donc il y a deux types de médic. Il y a le médic et le street médic. Le médic, lui, c'est un secouriste neutre et pacifiste qui n'est pas engagé, malgré, comme moi par exemple, je suis gilet jaune, mais j'ai un acte neutre dans le secours. Et il y a le street médic qui, lui, a le choix de ne pas porter secours à des gens qu'il n'estime pas. Il est beaucoup plus engagé et donc il a le choix, par exemple, de refuser de porter secours à des forces de l'ordre. D'accord. Voilà. Alors on va revenir effectivement sur les procédures, sur les formations, sur tout ça. Mais avant ça, j'aurais voulu te questionner sur quelle est la raison qui t'a poussé à sortir de chez toi et à te dire je vais donc prendre mes responsabilités d'une certaine manière, je vais aller aider les personnes en sachant qu'il y a un danger là-dedans. Tout à fait. En fait, moi j'ai commencé le 17 novembre, quand le gilet jaune a commencé en France. Et j'ai commencé par trouver des amis, des gens qui sont devenus mes amis sur un péage qui s'appelle Pont de l'Étoile. Donc ce péage de Pont de l'Étoile était devenu notre cause, notre bataille. On faisait des opérations barrières ouvertes. On soulevait les barrières, on cachait les caméras et on faisait passer les citoyens gratuitement sous le nez de Vinci, ce gros voleur. Vinci, on va peut-être le rappeler pour les personnes qui vont écouter, qui sont ici en Suisse, c'est l'entreprise qui gère les péages et qui empoche les péages des autoroutes qui auraient dû normalement être désormais gratuites. C'est ça. Puisque il y a 10 ans, au bout de 10 ans, normalement, il devrait y avoir une gratuité. Et au lieu de ça,
À chaque fois, c'était prolongé. Par exemple, oh, on a changé les barrières. Oh, on a mis une voie de plus. Oh, on a changé le goudron. Ouais, d'accord. Et si tu changes la couleur du préau, ça va nous coûter combien? 10 ans encore? Voilà. Donc après, quand ils ont pu trouver de solution, parce que c'était pas si facile que ça, ils ont donné la licence à Vinci, qui est une société privée. Moi, à la base, bon, je connais le système puisque la famille de ma mère a eu une propriété qui a été coupée en deux pour faire passer une autoroute. On nous a dit, attention, cassez-vous de là, c'est le bien du public. Hein. Et puis après, c'est des types comme Vinci qui exploitent. Alors le terrain acheté à un vil prix, le plus bas possible. Et puis après, confié à des amis du président de la République. Donc on exproprie et puis on redonne à un privé dont on... Un ami. Un ami, voilà. Donc là, il y a les collusions et tout. C'est ça. Alors revenons-en à cette idée justement qui t'a, à un moment donné, qui a déclenché cette volonté d'aller porter secours. Parce qu'on a bien compris au départ tes gilets jaunes. Oui. Puis à un moment donné, tu dis, ça suffit pas, je vais porter secours aux personnes qui gisent. Alors moi j'étais sur le péage, j'y suis allé rester jusqu'au bout, jusqu'à qu'on nous foute dehors et que des camarades tombent en garde à vue. Et puis, il n'y avait plus moyen de remonter sur notre péage pour le reprendre. Donc, automatiquement, j'ai un ami qui est infirmier, qui était infirmier dans un hôpital militaire qui s'appelle Marc. Marc, si tu m'entends, je te salue. Et donc, lui, il m'a supplié, il m'a dit, toi qui es secouriste, il faut que tu viennes nous aider. Alors, comme j'ai pas de sous, je survis avec moins de 700 € par mois. Il m'a acheté le t-shirt blanc qu'il a fait marquer à ses propres frais secouristes. Il m'a dit, il faut que tu prennes ça. Et on s'est équipé avec nos moyens, avec notre argent. Et au fur et à mesure des mois, j'ai acheté du matériel de plus en plus pour porter secours aux citoyens. Ok, alors justement, quels sont-ils ces matériels qu'en général, un médic ou un street médic, parce que là j'imagine qu'il y a des convergences, il y a des choses communes. Quel est ce matériel avec lequel vous mobilisez? Alors on a déjà quelques petits dons en matériel du style sérum physiologique, c'est pour les yeux quand on se fait agresser par les gaz lacrymogènes ou les gels. On nous donne aussi beaucoup des trucs pour faire des pansements, parce que les coups de matraque, en fait en France ils ont des matraques télescopiques en métal, et alors dès que ça touche une tête, ça pisse le sang, quoi. Ouais. J'allais justement te poser la question, quelles sont les blessures les plus communément observées et soignées par les médicaux? Matraquage de tête ouverte. Alors ils ont deux matraques, ils ont la matraque noire et souple, où je tire ton fa, ça fait des grosses bosses, tout ça, mais c'est vraiment la matraque télescopique métallique qui fait des ouvertures de crâne et des saignements abondants. Ça, c'est le plus courant. Et puis bon, après, il y a les gens qui sont gazés. Ça, c'est pas vraiment grand-chose. C'est du quotidien. C'est le plus. Après, on a des grosses blessures exceptionnelles. On a des mains éclatées par les gens qui ont le tort de chercher à ramasser ces grenades et à les renvoyer sur les policiers. C'est des grenades qui ont des retards de 1,5 en général, 1 seconde 5. Donc ceux qui jouent à Call of Duty, ils appuient sur replay, mais ceux qui vont en manif, ils perdent la main. Voilà. Il y a ces fameuses grenades de désencerclement funestement connues dans les zones à défendre. Qu'on nous jette ça en fait, nous, dans les manifestations, on fait le petit train, on se tient les uns les autres et on passe en bande. C'est des tactiques qu'on a apprises sur les manifs étudiantes et qui pratiquaient déjà eux. Donc on a copié pour se déplacer très rapidement avec une équipe de secouristes et aller de plus efficacement du point A au point B. Et donc les flics adorent nous jeter des grenades de désencerclement parce que normalement ils doivent les utiliser quand ils sont encerclés. Ils adorent nous jeter ça sur les pieds. Alors ils jettent ça sur le pied du premier, 1 seconde 5, s'ils ratent le premier, ils sont sûrs d'avoir le deuxième ou le troisième. Et alors, ça fait des blessures. Ouais, c'est une arme de guerre. Enfin, je veux dire, ça sert à rien à faire là. Ça projette des carrés noirs très épais. Là, je peux pas montrer à la radio, malheureusement. Mais j'en ai même sauvé une. J'en ai gardé une pour le musée des martyrs gilets jaunes. Et en fait, il y a une grosse barre d'explosifs style TNT à l'intérieur. Et ça projette ça fait des ouvertures carrément. Voilà. Après, bon, il y a la grenade de désencerclement, c'est un truc, mais le truc le plus violent quand même, c'est ce que j'ai autour du cou, c'est le LDB, voilà, le fameux LDB. Voilà. Produit en Suisse notamment. Bon, mais il est produit en Suisse, mais c'est les cartouches françaises ou israéliennes. Et alors, elles font des dégâts. On a actuellement, ce week-end, on est arrivé à 26 éborgnés.
Voilà, C'est-à-dire, alors, mais pour c'est- expliquer aux gens, c'est Oui. des gens qui ont perdu un œil à vie. Mm. Voilà. Moi, donc je suis parti de Marseille, je suis venu à Genève pour protester, pour essayer d'entendre une écoute de l'ONU, demander la protection des secouristes. Et puis, je vais monter sur Paris et je vais passer par la ville de Troyes, où il y a un ami qui s'appelle David, que je tiens à saluer, et qui a été éborgné, que j'ai transporté sur mon brancard avec des camarades secouristes. Et je vais rentrer dans sa ville pour lui rendre honneur devant les siens. Voilà. Comment se passent les actions justement des médics? Est-ce que vous y allez quand même en bande? Est-ce que vous avez à 3-4 chacun un rôle défini en disant il y en a quand même un qui guette le LDB au loin? Comment ça se passe? Alors, moi je suis un secouriste itinérant, je suis indépendant, j'ai créé une association de loi 1901 pour faire déjà le week-end des assistances aux manifestants non politiques et non syndicales. Je tiens à le préciser, puisque mon ADN de gilet jaune est non politique, non syndical. Je peux très bien aller sur une manifestation féministe, une manifestation pour un environnement, pour pour tout ce qui n'est pas politisé ou syndicalisé. Voilà. Et donc le Yellow Medic, il va faire aussi du SAMU social. Donc on est en train de commencer à se former avec des groupes, SAMU social, de la maraude, de placer des gens dans des accueils, enfin tout ça quoi. Donc nous, actuellement, on n'est pas vraiment organisé. Il y a des groupes qui s'organisent de plus en plus. J'ai des amis qui s'appellent les Blue Medics de Paris. En gros, on est à peu près 700 médics sur toute la France. Alors, il y en a qui marchent en équipe. Je connais par exemple les Pingouins Volants, qui sont des amis à moi, qui sont dans la Val d'Urance. Ce sont des gens super sympathiques. On est tous des groupes, on se connaît, on se fréquente, on s'aide, on se passe du matériel. On est ensemble. Ouais. On est tous ensemble. Concernant la répression, alors on l'a vu, cette répression elle est féroce en France en ce moment. Je crois que dans l'Europe entière, les gens ouvrent les yeux et même ailleurs. Je crois que féroce, le mot est faible. Exactement. Alors qu'en est-il des médics justement? Est-ce qu'eux ils sont quand même exempts de cette espèce de férocité qui s'abat ou également pris, nassés comme les autres? Au début, on a réussi à obtenir une certaine sorte de petit respect. On nous laissait à peu près travailler correctement. Les Gilets jaunes ont très vite compris l'intérêt d'avoir des groupes de secouristes qui interviennent. Quand ils ont commencé à voir comment on travaillait, ils nous ont remplacés sur les tâches subalternes, c'est-à-dire par exemple se tenir la main les uns les autres pour faire une barrière et empêcher les curieux de venir faire des selfies devant des gars qui pissent le sang. Enfin voilà. Donc ils ont commencé à nous donner un coup de main. Et quand les gendarmes et les policiers, surtout les policiers, ont compris l'intérêt d'avoir des secouristes, les forces de l'ordre commencent à s'en prendre en nous. Et c'est pour ça que je fais ma marche blanche. La marche blanche des médics, c'est une marche pacifique et protestataire contre les violences et les irrégularités sur secouristes. Qu'en est-il de l'opinion publique? Est-ce qu'en France, on peut dire que de plus en plus de gens se rendent compte effectivement de la situation et justement de ces exactions de la police et réagissent, ou en tout cas, au moins de façade, ont un soutien pour les médics notamment? Chez les militants, par exemple, que ce soit les militants de Noailles contre le mal logement, ou les Gilets jaunes, ou peu importe la cause, chez les militants, ils savent que c'est très important, ils savent qu'on est là, ça les rassure, ils aiment ce qu'on fait. Mais par contre, voilà, la police, eux, ils font tout pour nous décourager de venir. Alors, il y a des gardes à vue préventives. Avant la manifestation, on prend les secouristes, on les met 4 heures pour une pièce d'identité. Alors que normalement, quand vous avez votre pièce d'identité, le contrôle, il s'arrête là. Quand on prend quelqu'un, qu'on le met au poste pendant 4 heures, c'est qu'il n'a pas de pièce d'identité. C'est le temps de chercher son... Alors, ils prennent entre 4 et 6 heures de garde à vue pour un motif plus ou moins... parce qu'il a un masque à gaz. Mais un masque à gaz... les mecs, c'est affreux. Ils saturent l'air de trucs. Même nous, avec les masques à gaz, on n'arrive pas à tenir. Un secouriste qui est gazé, il servira à rien. Donc, nous, on reconnaît, on demande à ce que les gens reconnaissent, enfin, les forces de l'ordre, le gouvernement reconnaissent que pour porter secours, on doit avoir des protections individuelles. Alors, avant les manifestations, par exemple, il y a un jeune secouriste qui s'est fait contrôler. Le baqueux lui a piqué sur ses protections individuelles. Précise juste, qu'est-ce qu'un baqueux? Un baqueux, c'est un policier qui est en civil. En plus, 3 quarts du temps, normalement, sur leur brassard orange, ils doivent avoir le numéro Rio
qu'ils ne mettent jamais. C'est le numéro qui permet de les identifier. Ils ont des casques plutôt des casques de style moto. Et puis ils ont ils mettent des cagoules comme si c'était des brigades antiterroristes. Normalement, c'est les brigades antiterroristes qui ont le droit de mettre des cagoules. Bon. Et donc là, les baqueux sont arrivés, ils ont contrôlé le mec, ils lui ont fait vider son sac. En plus, nous, on a du matériel stérile, de poser ça sur le trottoir, Moi, quand il y a un policier qui me fait chier, je lui dis, écoutez, voilà, ça c'est du matériel stérile. Donc si jamais on le pose par terre, je l'utiliserai que pour la police. Ok ? Voilà. Je les mets à l'aise. Donc là, il y a un petit jeune qui s'est fait contrôler, et puis au bout d'un moment, les flics, ils lui ont dit, on te prend ton matériel de protection. Voilà. Et 1h30 après, quand la manifestation a commencé, et sur la page blanche des médics, on voit la photo du baqueux avec le LBD et le casque il n'a même pas pris le temps de décoller l'autocollant de secouriste dessus. Donc ils nous volent notre matériel, ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent, peut-être même ils le revendent. On va savoir quand on a affaire à des voyous. Absolument. Ouais. Que va-t-il advenir ces prochains temps, selon toi, cette répression? Est-ce qu'elle va s'atténuer à un moment donné? Est-ce que, à force de témoignages, d'images, d'interviews, et ensuite on va venir justement précisément sur cette marche blanche, mais est-ce que, ne serait-ce que même par l'extérieur, y a-t-il des institutions internationales qui, au regard de ce qui se passe en France, prennent position et disent non, là on passe des paliers, c'est pas possible. Selon toi, vers quoi on va? Donc là, il y a Madame Bachelet qui a dit à Monsieur Macron qu'il était à la 11e dictature du monde. À 11e, bon, pour l'instant, on n'a pas encore le podium parce qu'ils n'utilisent pas les armes à balles réelles. Voilà, je pense que le jour où la France utilisera les armes à balles réelles, on pourra peut-être avoir une 3e place. En général, 3e place, ça correspond bien à la France. On finit toujours 3e. La médaille de bronze. Voilà. Et donc, hormis l'ONU qui a un peu ramené, que M. Macron a dit éteignez la lumière, il n'y a rien à voir, allez vous coucher. Hein, parce que les Français sont très forts pour dormir. Hein. L'éveil des consciences, c'est très difficile. Voilà. D'accord. Et hormis ça, il y a des associations qui crient, mais personne ne les écoute. C'est très difficile de se faire entendre. Et du coup, d'où cette volonté d'effectuer cette marche blanche? Alors moi, cette marche blanche, ça faisait longtemps que je voyais mes amis qui étaient martyrs, qui étaient là. Par exemple, le week-end dernier, j'ai un ami, il s'est fait péter les côtes. Il y a 4 baqueux qui lui sont tombés dessus. Il a dit arrêtez, je suis un médic, je suis neutre. Les mecs, ils l'ont pris à coups de matraque jusqu'à qu'il se fasse péter une côte. Quand il a fait comme ça, et qu'il y a des gilets jaunes qui sont arrivés en bas de la rue, l'autre, il y en a un qui a dit hop, il y a du monde, allez, on s'en va. Et ils l'ont abandonné avec la côte cassée. Heureusement qu'il y a des gilets jaunes qui arrivaient, sinon il serait peut-être encore en train de taper dessus. En France, il y a également, c'est un peu partout, mais en France, il y a également cette situation délicate, extrêmement complexe avec les urgentistes. Certains sont également en grève. Est-ce que là, entre les médics, les urgentistes, les infirmiers, les infirmières, est-ce qu'il y a des passerelles qui se font? Tout à fait. Donc quand ils vont faire, en fait, voilà. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est apolitique et asyndical. On a du mal à se mélanger avec ceux qu'on estime qui sont corrompus. Voilà, là, c'est une profession qui se met en grève, qui manifeste. C'est des manifestations asyndicales et apolitiques. Et les Gilets jaunes et les secouristes médics comme moi, qui soutenons ces gens-là de tout cœur. Voilà. Sinon, autrement, quand on peut faire soutenir des luttes, c'est des luttes multisyndicales. Voilà. Quand il y a plusieurs syndicats. Moi, je refuse d'aller dans une manifestation, par exemple, de un tel syndicat ou de l'autre syndicat. Je veux pas qu'on me dise, tiens, lui, il est pour ça. Non. Tu veux pas qu'on t'assimile à une officine. Je suis pas étiqueté. Je ne rentre pas dans la corruption je sais pas si vous connaissez. On peut citer. Oui, tu peux y aller. Donc il y a la CGT qui est hyper connue, qui est quand même un groupe assez actif. Ça a fait scandale en France. Le mec qui a été promu le chef de la CGT, quand il est allé s'installer à Paris, ils ont loué un appartement. Et puis, bon, ça lui convenait pas. Ils ont investi un petit peu d'argent, pas grand-chose, parce que ça venait de la carte de ceux qui travaillent, des travailleurs qui payent leur carte pour se faire défendre. Ils ont quand même payé 650 000 € pour remettre en état un appartement. Donc moi, je peux pas supporter des gens qui abusent du travailleur. Ouais, absolument. En plus, les syndicats, c'est une conviction personnelle, mais
ils se défendent eux avant de défendre le travailleur. Donc d'emblée, pour moi, je fais une croix dessus. Après, on nous parle d'union des luttes et tout, mais après, en fait, l'union de lutte de quoi? Parce que vous demandez pas trop du social. Moi, je vous demande que du social. Non, puis les luttes, il peut y avoir une transversalité éclairée, plutôt qu'une sorte d'union scabreuse avec des accords secrets, des calculs d'appareils et tout, quoi. Que disent les médias, les masses médias en France? Et y a-t-il des contrepoids? Est-ce que, par exemple, pour les citer, Mediapart fait un petit peu contrepoids, ou est-ce que c'est vraiment que... C'est une très bonne information. Il y a RT France aussi, qui est une chaîne russe, financée donc par l'Union soviétique, qui est très neutre, qui a un regard assez objectif. Et puis, malheureusement, tous les autres médias, à part certains organes de presse, sont financés par le gouvernement. Donc forcément, au bout d'un moment, quand ils commencent à dire un peu trop la vérité, que ça devient gênant, il y a une petite voix qui vient du fond du portefeuille qui lui dit si tu veux continuer, tu t'écrases un peu. Hein. Voilà, parce qu'il faut le préciser, en France, les médias, comme Le Monde, également Libé, reçoivent des subventions d'État. Tous. Ouais. Tous. Donc voilà, donc à ton avis, selon certains, pourrait-on les appeler contre-médias, les médias mainstream sont peu enclins. On appelle ça les médias parallèles, nous. Ok, médias parallèles, ok. Donc il y a quand même des possibilités de vous exprimer on a ailleurs. L'information, on fait énormément de tournées d'informations, des fois même un peu trop, genre sur Facebook. Voilà, donc les réseaux sociaux, ça compte. Les réseaux sociaux fait partie. Bon, maintenant, ils s'amusent à nous mettre des bâtons dans les jambes. Ils enlèvent les mecs qui sont membres par exemple, je donne un exemple, tu fais un groupe, tu as par exemple 8000 gilets jaunes, le lendemain tu te réveilles, il t'en reste 1000. Waouh. Ou alors ils vont dans les réglages, dans les settings des gens qui sont abonnés, et puis d'un coup, clac, ils leur mettent ne plus recevoir les informations de cette page. Donc, je sais plus, j'ai pas reçu l'information, nanana. Enfin voilà, c'est les médias. Faut pas oublier non plus que M. Macron s'est encadré d'un spécialiste d'Internet dans son gouvernement. Mmh. On parlait tout à l'heure justement de la formation. Alors tu l'as dit, hein, toi tu es secouriste de formation, si j'ai bien compris. Voilà. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans, j'en ai 48. Donc ça fait quelques années. Ça fait un moment quand même. Vous pratiquez l'auto-formation, l'autodidaxie au sein justement des Medix. Comment vous échangez les pratiques Les formations, ce sont des formations officielles qui sont données soit par les Croix-Rouges françaises, soit pour le sapeur-pompier, soit par la protection civile. Donc c'est des formations officielles avec des niveaux différents. Et par contre, nous, ce qu'on se partage, c'est des recettes. Par exemple, on a remarqué qu'en prenant du Malox, on fait 50-50 Malox. Le Malox qui est normalement un produit pour les intestins. On met 50% de Malox et 50% d'eau stérile. On le mélange, on le met dans un pulvérisateur. On pulvérise ça sur les gens qui sont brûlés gravement au lacrymo ou au gel. Et ça calme vraiment les douleurs. D'accord. C'est génial. Du coup, on découvre comme ça des astuces, des recettes. Il y a même il y a un chimiste à Montpellier qui avait préparé une recette qui était encore plus forte et qui n'a pas voulu. Bon, voilà. Donc mais en général, dans le principe, on essaye de partager les bons coups pour que, en fait, il n'y a pas de concurrence dans le soin. On essaye de se soutenir. Moi, par exemple, dès que j'ai commencé, je suis arrivé avec un brancard. Et on me dit, oh, petit Jean, tu es rigolo, toi, avec ton brancard, mais bon, c'est lourd, tu te fais chier pour rien, franchement, laisse-le à la maison. Et moi, j'ai dit, mais frère, si un jour je prends pas le brancard et que j'en aurai besoin, je pleurerai des larmes de sang. Malheureusement, j'ai eu besoin de ce brancard plusieurs fois. Donc, on se prête du matériel. Moi, je vais pas brancarder une personne tout seul. Par contre, quand j'arrive sur une victime qui a besoin d'être transportée au brancard, forcément qu'il faut une union sacrée pour que tous les médics prennent soin de cette personne et la transportent dans de bonnes conditions. Nous, notre travail en tant que médic, c'est emballer la blessure et prendre la personne et la mener aux pompiers qui ne peuvent pas trop approcher des manifestations. On leur amène jusqu'à l'ambulance ou un point. Enfin, et on a des fois, par exemple, on demande un café. Par exemple, quand il y a eu le 14, je tiens à le dire parce que c'est important. Le 14 mars, quand il y a eu la fameuse manifestation aux Champs-Élysées et tout ça, là, on a eu énormément de blessés. Et le restaurant, je peux citer, Quick, il nous a prêté son restaurant. Le directeur a dit, il a vu les blessés, il a dit rentrez.
Et on a pu soigner les gens à l'intérieur de son restaurant. Donc ça s'appelle un PMA, un point médical avancé. Donc, et souvent, on a des bars ou des lieux qui acceptent qu'on vienne temporairement entreposer les blessés pour les faire transporter par les services de secours de l'État, les sapeurs-pompiers ou les marins-pompiers comme à Marseille. Donc il y a une vraie solidarité opérationnelle qui se déploie à ce moment-là. Oui, oui. Ça, c'est quand même bon signe, heureusement. Au moins, il y a ça. Non, mais on est frères. Justement, j'allais te reprendre ce mot-là. C'est un mot que vous utilisez beaucoup, frère, sœur. Oui. C'est parce que on le fait avec notre cœur. C'est profond. Le gilet jaune, c'est profond. J'ai la chair de poule. Rien qu'à t'en parler, j'ai la chair de poule. On a un amour. Je vais te dire, voilà. J'ai plus fait de sport depuis plus de 30 ans. Et quand j'ai pété ma colère, que j'ai dit il faut que je fasse une marche pour les médics, mes frères ils m'ont dit waouh, ce serait beau de faire ça et tout. Et puis donc je suis parti et j'ai un support des gilets jaunes que je connaissais pas. Je rencontre ces gens qui me donnent de l'amour, qui me donnent de la force. Je suis reçu comme si j'étais un pape, alors que je suis qu'un pauvre gars qui survit avec 700 balles et puis qui met son cœur dans la lutte, quoi. Et je vois cet amour que donnent les gens, ça me donne des ailes. Dans le gilet jaune, il y a une amitié qui est hyper forte. Bon, il y a même des histoires d'amour, hein, des couples qui se sont créés. Il y en a peut-être aussi qui ont un peu explosé à cause de ça, parce que le mec ne voyait plus sa femme. Voilà. Mais c'est fort, c'est une histoire humaine très forte, le gilet jaune. Et contrairement à ce que disent les merdias, c'est pas en train de mourir, non. Ça continue, ça végète, et puis ça travaille. Oui, parce que c'est vrai qu'on entend, depuis la Suisse en tout cas, chaque week-end que le mouvement s'essouffle. Oui. Et c'est vrai qu'on rigole dès lors qu'on voit les contre-médias, enfin les médias alternatifs comme tu les nommes toi, eh bien on voit que c'est pas le cas. Bien sûr. Donc là on a une déformation. Quel est l'état d'esprit, puis après on en revient à la marche, mais quel est l'état d'esprit qui t'habite lorsque tu te rends à une manif, en sachant que certes tu vas aider un maximum de gens, mais si tu les aides, c'est qu'ils ont souffert. Est-ce que ça doit, j'imagine, te toucher beaucoup? Parce qu'on va, c'est comme si on allait à la guerre. Je vais t'avouer que il m'est arrivé de pleurer pour des camarades, de voir des blessures qu'ils ont eues, surtout pour David quand il a eu l'œil crevé, que je sais qu'il est père de famille. Je veux dire, c'est des drames. On vit des drames humains. Et j'en ai encore les frissons, frère. Regarde. Moi, quand je pars là-bas, je suis prêt à tout. Je vais pour porter secours à des gens en détresse et je suis prêt à risquer ma vie. Ouais, c'est un engagement total. Total. Sans calcul, sans rien. Et comme tu l'as dit, même sans moyens. Et puis, aucun des médics, n'est salarié en plus. Donc, non, c'est du bénévolat complet. Ouais, c'est ça. Et c'est même à notre poche. Alors moi j'ai acheté un brancard. Au début je me suis fait prêter un brancard, il faisait 2 tonnes, c'était des gros mâts en acier qui m'avaient prêté les sapeurs-pompiers parce qu'ils n'utilisaient plus, c'était au fin fond du machin. Et j'ai commencé à travailler avec ça, puis après j'ai acheté un brancard à 250 balles, puis des sacoches à 150 balles, et puis le machin et tout. Actuellement j'essaye désespérément de trouver les moyens de me faire acheter un défibrillateur semi-automatique, un DSA. Parce qu'on a eu déjà beaucoup de problèmes, notamment à Paris, les malaises cardiaques. On regarde sur notre carte parce qu'on a des logiciels, des applications qui nous montrent où c'est qu'il y a les défibrillateurs. On arrive où la boîte est vide parce que ça a été volé, où il est en panne, où il marche plus, il n'est pas chargé. Enfin, donc je voudrais à tout prix avoir notre propre défibrillateur. Ça nous permet de ne pas rater une vie, de sauver le plus possible. Oui. Alors, de quelle manière est-ce que les personnes qui vont écouter ce podcast peuvent-ils te suivre, te soutenir? Donc, au départ de ce coup de gueule, quand je suis parti de Marseille avec mes frères, on a ouvert une page qui s'appelle Marche Blanche des Médics. Marche Blanche des Médics. Donc c'est une page, il suffit de cliquer pour entrer, on accepte tout le monde. Donc ça c'est sur Facebook? C'est sur Facebook. Ouais. Et donc les sujets sont uniquement au sujet des médics. Voilà. Okay. Tout le monde peut s'exprimer, il peut dire je soutiens, il peut dire s'il y a un article intéressant à propos par exemple des médics suisses, eh ben il nous le poste et comme ça ça nous permet d'être au courant et éventuellement d'avoir des contacts avec des médics. Moi j'ai un médic suisse, il habite le Valais,
Il m'a dit, petit Jean, je suis à fond sur ce que tu fais, je t'adore, je te suis et je te lâche pas. Voilà. Donc il y a un international médic qui se crée et d'ailleurs j'ai reçu chez moi un Américain qui était venu à la base il était simplement venu pour apprendre comment les gilets jaunes faisaient. Bon, il est resté sur Paris, il a traîné pendant 15 jours, 3 semaines et puis après j'ai dit, parce que je l'avais déjà invité, avant qu'il vienne en France, je l'avais déjà invité chez moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, t'as fini de regarder les crétins, viens voir un peu chez moi. Et je l'ai amené dans le sud. Et là, je lui ai montré des grosses manifs avec des blessés et tout. Et je lui ai même donné l'occasion de porter secours à quelqu'un parce que sa femme faisait déjà des crises d'épilepsie et on est tombé sur une épileptique. Donc, il est arrivé, j'ai dit, tu connais l'épilepsie? Yes. J'ai fait, yes, go. Et le mec, il s'est relevé, il a dit, c'est fini, moi, je vais faire un Yellow Medic, on va faire un Yellow Medic USA et puis c'est parti. Donc il a commencé à créer un Yellow Medic USA et puis moi j'aimerais créer un Yellow Medic Genève International pour casser un peu le cul aux gros arnaqueurs de la Croix-Rouge internationale parce que c'est des gros voleurs et je les supporte pas. En plus ils ont mis un de nos collègues au tribunal parce qu'il avait le tort de mettre une Croix-Rouge sur sa tenue. Et ces messieurs dames s'estiment être propriétaires des logos, donc forcément ça coince. Ouais. Alors justement, pourquoi Genève? Pourquoi Genève? Et pas que Genève, c'était d'abord pour moi le point le plus proche pour avoir un contact avec l'ONU. Moi, tu vois, j'ai un LBD français autour du cou et attaché avec une chaîne à boules. Je le décris pour les auditeurs qui ne nous voient pas, mais qui pourront voir toutes les photos sur la page blanche des médics. C'est mon cadeau pour Madame Bachelet. Je vais lui demander si elle pourrait pas mandater les secouristes français, les secouristes de manifestation, pas forcément français, les secouristes de manifestation comme secouristes bénévoles de l'ONU, donc bénévoles ça leur coûte pas un rond, et éventuellement observateurs. Parce que comme on voit tout ce qui se passe, et en plus on filme tout ce qui se passe, on pourra faire des rapports, et comme on est neutre et objectif, on pourra dire des choses qui ne sont pas forcément dites. Ouais, ça c'est une excellente idée. Hein. Comme les observateurs existent pour les votes, pour toutes ces choses-là, concernant les médics, ce serait excellent. On l'a pas dit, donc on va le dire maintenant, mais les gens, la plupart le savent, LBD, lanceur de balles défensif. Oui, mais moi... j'appelle ça du langage BFM TV macronien. BFM TV, c'est une chaîne d'information en boucle qui mange dans la main de notre président. Donc j'explique pour vos auditeurs qui connaissent pas forcément. Et donc ces gens-là ont tendance à changer les mots. Ça s'appelle un lance-grenade. Je suis un ancien militaire. Ça s'appelle un lance-grenade de 40 mm. Voilà, point barre. Ouais. C'est bien de préciser. C'est important de préciser que les gens. Il y a les mêmes types d'objets qui balancent des grenades sous les M16, sous les Kalachnikov, sous les FAMAS. Ça s'appelle des M203, voilà. Donc c'est du lance-grenade point barre. LBD, c'est un mot politiquement correct que j'aime pas trop utiliser. Eh bien, c'est bien de préciser en tout cas. Quelles sont tes prochaines étapes? Et puis, alors, comment ça s'est déjà passé jusqu'à présent? Depuis Marseille, ça fait quand même déjà un bon moment que ça fait quoi, 20 jours que tu es en route? Et puis les prochaines étapes? Je suis parti le 1er. J'ai eu une première dure étape, le premier soir, d'abord parce que je connaissais pas. Je suis parti vers l'inconnu. J'ai un peu trop marché, j'ai fait 45 km, je me suis arrêté à 11h du soir, je me suis fait frôler par 2 voitures. J'ai dit, waouh, la nuit c'est chaud. Bon, et puis... donc après, je me suis cantonné à faire des marches de 25 à 35 km par jour pour déjà commencer à 1 heure qui serait à peu près correcte et surtout arrêter avant la nuit. Quand j'ai fait une étape qui était à Chambéry jusqu'à Albi sur Chéran, à ce moment-là, je me suis fait un peu je me suis mis les doigts dans l'engrenage tout seul, en fait, et je suis arrivé à 11h du soir, je me suis encore fait frôler par une voiture, c'était très chaud, voilà. Donc ça m'a servi de leçon pour calculer les heures de départ, les distances, on apprend tous les jours. Ouais. Je connaissais rien à la marche, et j'apprends au fur et à mesure en marchant. D'accord.
Donc tu marches, tu t'arrêtes, tu fais une étape le soir, tu dors dans un... Enfin, comment Alors, ça se passe? Est-ce que tu es accompagné également? Ouais. J'ai un véhicule. Au début, il y avait une fille qui s'appelait Rose qui m'accompagnait. Bon, après, il y a eu des petits conflits de caractère, ce qui fait que bon, j'ai dû continuer ma marche. Donc j'ai des gilets jaunes qui m'aident. Donc il y a deux solutions. Soit la première solution, au petit matin, quand je pars du point de gilet jaune, ils m'emmènent avec leur voiture, je les suis avec le véhicule d'assistance. On pose le véhicule d'assistance au point de gilet jaune suivant et je redescends avec le gilet jaune et son véhicule et je fais la marche tout seul avec un sac sur le dos, ma bouffe, de la boisson surtout parce que temps de borne je mange pas trop, je peux manger en marchant, ça me fait mal aux jambes. Et donc ça c'est la première des solutions. Sinon la meilleure pour moi des solutions c'est un gilet jaune qui prend le volant du véhicule et il me suit du point A jusqu'au point B en faisant des petits sauts de 3-4 km, voire peut-être 5 si c'est de la descente. C'est tout descend, si c'est de la montée, de la descente, c'est voilà, Chambéry, Albi, c'était que de la montée, je me suis fait péter les scores. Fou, ouais. Voilà. Et donc les gens donc où ils marchent avec moi un peu, ils font des petits bonds avec le véhicule d'assistance et à chaque fois je le rattrape. Si j'ai besoin de boire, je bois. Si j'ai besoin de rien, je dis c'est bon, j'ai rien. Je continue. Donc des fois je saute des petites étapes quand je me sens bien, quand j'ai les jambes. Quand tu t'arrêtes, je sais pas, quand tu as les muscles qui sont chauds, tu t'arrêtes pendant un quart d'heure. Tu repars, les jambes, c'est les muscles, c'est du bois quoi. Donc j'essaye d'éviter trop de faire le tir au flanc. J'essaye de marcher un peu comme il faut pour voilà. Ok. Alors comment se passent les rencontres que tu as faites tout au long de ton parcours? J'imagine. Il y a des échanges, des rencontres fantastiques. C'est une mer d'amour que je rencontre. J'ai des gens qui sont... Et puis alors, je rencontre même des gens qui n'ont rien à voir avec le gilet jaune. Et puis je prends le temps, je m'arrête 5 minutes, je parle avec eux, je leur dis ce qu'on vit, je leur raconte comme je te raconte aujourd'hui. Et puis je leur dis, voilà, les gilets jaunes c'est ça et tout, c'est pas ce que dit la télé et tout. Puis quand je m'en vais, il y a plein de gens, ils me disent, mais t'as raison, je vais mettre le gilet jaune pour mes enfants. Voilà. Très bien, je sème des graines, je suis un semeur de graines. Là, hier soir, on était avec des amis, dont le journaliste caméraman qui est avec nous, et on est passé dans une genre de cité dortoir de côté de Genève, là, des HLM, enfin, tu sais, des 4-5 étages, serrés les uns contre les autres. Il y a des gamins qui me voient passer, avec ma tenue, ils arrivent, ils viennent me brancher. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai dit voilà, je m'appelle Petit Jean, je viens de Marseille et tout. Je suis secouriste, je porte secours aux gens, je suis gilet jaune, là. Et puis à la fin de la discussion, le petit il me dit ah mais moi j'aimerais être gilet jaune. Mais tu prends un gilet jaune, tu le mets sur ton dos. Je dis en France, il y a des gens des garçons de ton âge qui ont 12-13 ans, qui vont en manifestation gilet jaune avec leurs parents et qui portent le gilet jaune. Je suis un semeur de graines. Et d'espoir. Et d'espoir. Également. Et de liberté. Et de liberté, ouais. Alors, Petit Jean, on arrive doucement au terme de cet entretien. Encore 2 petites questions et puis ensuite on laissera poursuivre ta route jusqu'à pareil en tout cas. Partager en tout cas. Alors, la dernière question sera pour tout à l'heure, mais je te la pose maintenant comme ça, tu peux y penser un petit peu. Je voulais m'arrêter à Petit Jean. Pourquoi ce nom-là? Est-ce que voilà, Robin des Bois, est-ce qu'il y a tout ça qui t'habite également? Alors. Mais tu nous diras après, comme ça voilà. Avant ça, j'aurais voulu te questionner sur et ensuite Paris. Alors, une fois arrivé à Paris, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tu penses déjà à l'après-marche? Est-ce que, effectivement, un petit témoignage vidéo, un petit témoignage écrit, des choses comme ça pourraient surgir après la marche? Alors, ce qui est prévu de notre arrivée sur Paris, c'est parce que normalement, je vais arriver avec plusieurs sœurs et frères, médics et gilets jaunes, qui sont impatients de m'accueillir là-bas. Les gens n'ont pas tous la possibilité de venir en semaine pour marcher à mes côtés. Le week-end, j'ai souvent des accompagnants, que ce soit des gilets jaunes, j'ai même eu des non-gilets jaunes qui ont marché avec moi et qui ont signé sur le côté de ma Jeep. Il y a un panneau et puis je fais signer les gens qui veulent un peu. J'ai dit ah tiens t'as marché, t'es obligé de signer maintenant. Ah ouais. Alors il me fait un graffiti et tout, mais je veux dire c'est délire voilà. Et donc l'après-marche, oui. Il y a après-marche, oui. Là, je suis en train de semer des graines ici au niveau de l'ONU. Donc, je prends des contacts parce que même si je rencontre pas Madame Bachelet à ce passage, je reviendrai parce que I'll be back.
Exactement. Donc il y a plein de choses déjà qui t'habitent et qui pourraient prolonger cette marche cette blanche. lutte, mais c'est une lutte. C'est pas, ça se marche pas sur une lutte, ne se fait pas sur un mois et demi. Une lutte, c'est toute une vie. Ouais. Et je pense qu'on a le temps de lutter encore. Malheureusement, parce qu'avec l'autre con là-haut, ça va être dur. Et puis le problème des cons, c'est qu'en plus ils se reproduisent de manière. Et puis en plus ils se contaminent de l'un à l'autre. Extrêmement contagieux, comme on l'a dit. Petit Jean. Alors voilà, Petit Jean. Alors Petit Jean, c'est une longue histoire. Quand j'étais scout, j'étais jeune scout, j'étais le plus petit de ma bande au niveau taille. Et donc les autres, ils m'avaient appelé Mowgli, machin, là, parce que c'était le livre de la jungle, mais le thème. Et puis en fait, mes camarades, ils m'appelaient Petit Jean. Bon. Et puis c'est tombé aux oubliettes, paf. Et un soir, quand on a un ami qui est parti en garde à vue pour une histoire de péage, qu'il a pris. En fait, il faut que je dise quand même. Il y a Cédric, mon ami Cédric, qui a pris 6 mois de prison ferme à Luynes, dans une centrale à Aix-en-Provence, pour avoir dit à un gendarme: vous êtes des pourris, vous êtes des vendus. Et donc ce soir-là, quand j'avais beaucoup de peine et tout, et j'étais avec des camarades, et on était à Aix-en-Provence, et là une femme, elle m'appelle Petit Jean, elle me fait Petit Jean, allez, fais pas la gueule, tiens, mange un truc et tout. J'ai fait: mais comment tu sais que je m'appelle Petit Jean? Elle fait: je le sais, c'est toi, c'est Petit Jean. Voilà. Donc ça m'est resté. D'accord. Donc c'était assez ça m'est revenu. Ça m'est revenu et ça me reste. Bah en tout cas, c'est sympa parce qu'en plus c'est une jolie figure littéraire. Oui, c'est Robin des Bois. Voilà. Et puis c'était même un des exactement. Et puis il y a cette forme comme ça d'envie de liberté incommensurable et puis inaliénable, quoi qu'il en soit. Ouais. je vois. Écoute, je te remercie beaucoup d'être passé, en tout cas par Genève et par ici. Je remercie tous les auditeurs de votre radio. Je te remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. C'était pour moi très important. C'est un mec qui boude dans son coin, qui dit rien, ça sert à rien. Alors que moi, j'ouvre grand ma gueule. Dès qu'on me donne un micro, dès qu'on me met une caméra, j'y vais. Et tu fais bien. Merci. Et pour que les personnes puissent te suivre, eh bien, c'est donc la page Facebook. La marche blanche des médics. La marche blanche des médics. C'est pas une page, c'est un groupe. Un groupe, ouais. Un groupe Facebook, marche blanche des médics, qui est ouvert à tout le monde. C'est pas réservé aux médics, c'est ouvert à tout le monde. Venez tous. Il y a une pétition à signer. J'ai vraiment besoin de signatures pour la pétition, et pour les plus aisés, s'ils peuvent penser à la cagnotte pour nous mettre un peu de gasoil, c'est toujours bienvenu. C'est dit, et le message est passé, j'espère. Merci beaucoup, et à la prochaine, et bonne continuation. Merci à toi. Libre Radio, www.libreradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libreradio.org